était une fois deux majestueux paquebots qui ont fait la fierté du chantier naval de la Seine-sur-Mer. Parmi les 1444 constructions réalisées au chantier naval de la Seine, nous avons choisi d'évoquer deux navires prestigieux. Le Sagafjord, lancé en 1965, et le Ferskay, construit près de 20 ans plus tard, en 1984. Ces deux paquebots ont tenu une place particulière dans la grande histoire de notre chantier. Leur point commun, c'est la qualité de leur construction, bien sûr, reconnue internationalement, tout comme les prouesses techniques que leur mise en œuvre a exigées. Ils ont aussi en commun d'être les symboles de lutte du personnel des chantiers pour la défense de leurs outils de travail et pour la survie du site. Mais leur histoire se déroule à deux moments bien différents de la vie des chantiers de la Seine. Si le Sagafjord a marqué la renaissance des chantiers FCM, forges et chantiers de la Méditerranée, devenu 5e, construction navale et industrielle de la Méditerranée en 1966, le Ferskay, quant à lui, restera le symbole de la fermeture définitive du site de la Seine-sur-Mer quelques années plus tard. Le CRCN, Centre de ressources sur la construction navale, a réalisé cette troisième brochure pour faire mieux connaître la haute technicité du travail accompli et comprendre l'attachement de tous les travailleurs au chantier naval de la Seine. Honneur au plus ancien de nos deux navires, le Sagafjord. Élégant et innovateur, il a été commandé au chantier de la Seine, internationalement réputé pour leur savoir-faire, par une compagnie scandinave, la Norwegian America Line. Elle le destine à la croisière, mais aussi aux traversées transatlantiques. Lancé le 14 juin 1964, le Sagafjord quitte la Seine en septembre 1965 pour son voyage inaugural qui le mènera d'Oslo à New York. À cette époque, on est encore loin du démantèlement de la construction navale française. Mais déjà, une très grave décision européenne vise certains sites, dont celui de la Seine. Il faut dire que dès la fin de la guerre, les grandes sociétés ont commencé à délocaliser toutes les grandes entreprises vers les pays à bas coût de main-d'œuvre. Ils ont publié une première décision européenne pour la construction navale qui s'est appelée le premier livre blanc. Ce livre blanc prévoyait la fermeture de nombreux chantiers européens, dont 5 français. Les chantiers français visés ont été dénommés par le 5e plan gouvernement de l'époque, qui indiquait d'ailleurs qu'il poursuivait les efforts pour fermer les 5 chantiers français qui sont Le Havre, Le Trait, Bordeaux-Bouc, La Seine et Bordeaux. Ces chantiers étaient bien nommés et évidemment les tenants du pouvoir, ceux qui ont l'habitude de défendre les riches, ont emboîté le pas. Et en ce qui concerne la Seine, comme le dit le dicton, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, oubliant que la fermeture prévue était une décision européenne, ils ont menti à outrance en prétendant qu'un paquebot, qui s'appelait le Sagafjord, un des plus beaux, même le plus beau paquebot de l'époque, était la cause de la fermeture parce que, paraît-il, il était trop grand, trop beau, trop sophistiqué et que c'était lui la cause de la fermeture des chantiers alors que c'était une décision européenne. Et nous avons pu organiser des manifestations mémorables, comme il n'y en a plus depuis d'ailleurs, rassemblant absolument tout le monde, même ceux qui soutenaient ce livre blanc, qui n'ont pas, vis-à-vis de leurs électeurs, osé avouer qu'ils étaient pour. Tout le monde a manifesté avec nous, et finalement, devant l'ampleur de telles manifestations, le gouvernement a cédé,
des 5 chantiers qui devaient fermer, seul celui de la Seine n'a pas fermé. Il est resté ouvert, repris par une société franco-belge, la société Arlic, et à partir de là, il a vécu encore 22 ans et il a même écrit les plus belles pages de son histoire, puisqu'il a atteint les effectifs jamais atteints de 8000 salariés dans les chantiers, et en comptant les entreprises, cela faisait 10 000, c'est-à-dire presque plus du double de ceux qu'il avait employés au cours de plus de 150 ans. Ce que feignent d'ignorer les détracteurs du chantier, encore parfois aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'amour du métier et le savoir-faire de ses salariés. Mais on ne peut pas faire mentir ses réalisations. Le Sagafjord est ainsi un exemple incontestable de performance technique. Avec mon diplôme d'ingénieur, on m'a embauché au chantier de la Seine. Et quand je suis arrivé au chantier de la Seine, le directeur m'a demandé ce que j'avais fait, et je lui ai expliqué mon parcours, et en particulier que j'avais fait des études de mathématiques. Et il m'a dit, écoutez, ça tombe bien, on a la commande d'un paquebot un peu particulier, et je vous propose un poste au bureau d'études, et vous commencerez par faire les calculs de la structure. Alors le bateau, c'était le Sagafjord. Alors, le Sagafjord, il avait ceci de particulier, il avait une coque en acier, comme tous les bateaux, mais il avait les superstructures en aluminium. Sur les paquebots, l'un des problèmes majeurs, c'est la stabilité. Pourquoi? Parce que ce sont des bateaux qui sont très hauts, donc le centre de gravité est haut, et donc ça induit des problèmes, comme je disais, des problèmes de stabilité. Alors pour vaincre la stabilité des bateaux, il y a plusieurs méthodes. Troisième méthode, c'est d'alléger les superstructures. Et pour alléger les superstructures, l'armateur avait choisi la solution de les construire en aluminium, ce qui est exceptionnel. Mais à cette époque, on ne disposait pas des ordinateurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un ordinateur, il prend la place, on le met dans un sac, un petit sac qu'on transporte avec soi. À l'époque, l'ordinateur du chantier, il entrait dans une salle qui est plus grande qu'une salle à manger dans une maison. Toute la mécanique se faisait dans des armoires assez grandes. On utilisait des disques énormes, des cartes perforées. Enfin, c'était assez compliqué. Et donc, je dois dire que personnellement, c'était pas mon truc, je ne savais pas m'en servir. Mais on avait au chantier un ingénieur qui était là pour ça. C'est ce que je demandais, ça n'avait jamais été fait au chantier, et ça a été un peu une grande première. La qualité, une notion essentielle pour le chantier, soucieux de livrer le véritable palace flottant attendu par l'armateur. Pour les croisières de 80 à 90 jours, le Sagafjord comptait 270 cabines où logeaient 450 passagers. Pour les simples traversées de l'Atlantique, le navire pouvait transporter 800 personnes. Mais dans tous les cas, il offrait un luxe et un confort rarement égalés dans le monde de la construction navale. Les différents ponts étaient recouverts de bois, soit de teck, soit du pin d'Oregon. Pour optimiser l'espace et les aménagements, mais aussi par souci esthétique, les épontilles, les colonnes de soutien avaient été réduites au strict minimum. Bref, techniciens et décorateurs avaient pu donner libre cours à une recherche de luxe et de bon goût que l'on retrouve dans tous les salons, bars, restaurants, salles de jeux, de spectacles.
the boats up. Cette belle prestation des chantiers, les armateurs ne l'ont jamais oubliée. Et fait rarissime, en novembre 2009, lors d'une dernière croisière, le Sagafjord fait un retour remarqué dans sa rade natale. Eh bien ça, il faut dire que ça a été une agréable surprise. C'est d'ailleurs la première fois que c'est arrivé dans l'histoire des chantiers, et je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire d'un autre chantier. Mais ce fameux navire qui avait été accusé de tous les maux, est d'ailleurs le seul navire qui a fait 40 fois le tour du monde. Et il a été pendant plusieurs années considéré comme le plus beau paquebot du monde. Eh bien, ce paquebot, je dirais cette majesté, 44 ans après avoir quitté la rade de Toulon où il était né, eh bien, il est revenu. Il est revenu dans le chantier de Salentrense, en quelque sorte. Il a invité les travailleurs qui avaient travaillé à son bord, ceux qui restaient encore. Nous avons été invités avec tous les honneurs. Ça a été quelque chose de grandiose. Et en retour, nous avons reçu l'officier ici, sous le porche, et en présence du maire de la Seigne, Marc Vuillemot, nous avons échangé évidemment des paroles très, très heureuses, parce que c'était un bonheur pour les deux parties. Et le capitaine, le dernier commandant du navire, qui s'appelait David Warden Owen, nous a offert 2 éléments du navire, une hélice d'une barque de sauvetage et un compas. Ces 2 vestiges, je les appelle vestiges parce que c'est le nom que l'on emploie dans la marine, sont conservés ici, à la porte principale des chantiers, et nous y tenons précieusement. Il est vrai que ce bateau, quand il a quitté le chantier, on n'en a jamais entendu parler. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de problème majeur. Donc, Madame Le Gallo m'a contacté, elle m'a dit, voilà, l'armateur voudrait réunir 80 personnes environ pour les remercier et offrir un déjeuner à bord du Sagafjord. Et on s'est trouvé, alors bon, moi j'ai contacté des anciens du chantier, qui en ont contacté d'autres, etc. Et effectivement, on a pu réunir ces personnes, et on s'est tous réunis, on s'est tous retrouvés à bord, et on nous a offert un déjeuner de remerciement. Donc vous avez pu déjeuner dans le restaurant où il ne fallait pas des éplantilles. Voilà, alors il faut dire que l'armateur voulait en particulier que dans ce restaurant qui accueillait plusieurs centaines de personnes, c'était assez grand, il s'étendait d'un bord à l'autre du paquebot, et il souhaitait que le plafond du restaurant ait une forme de voûte avec des petites lumières qui représentaient le ciel et les étoiles. Bon, alors il faut quand même se rendre compte que construire une voûte, bon, on sait le faire, ça demande des précautions particulières, mais c'est pas un problème. Mais sur un bateau, il faut tenir compte du fait que il y a du roulis, il y a du tangage, ce qui implique des efforts importants, des forces importantes sur la structure latérale et longitudinale de l'édifice. Donc ça créait des problèmes un peu vraiment particuliers que j'ai eu à résoudre. Ainsi se termine, par un beau geste de Jean de Mer, la carrière du Sagafjord. Devintant son cadet, un autre prestigieux paquebot, au destin beaucoup plus mouvementé et on peut le dire plus sombre, sortira du chantier de la Seine. Son nom, le Ferskay. Et si on commençait par la fin? Nous voici en 2010.
Le Ferskay, vendu, racheté, débaptisé et rebaptisé à maintes reprises, est devenu l'ombre de lui-même, et scellé le long de la grande jetée du port de Marseille. Arrivé le 13 septembre 2010 à Marseille, il ne reprendra la mer que pour sa destruction. Acheté en 2006 par la compagnie espagnole Pullman Turk, qu'il a exploité sous le nom de Skywonder, puis Atlantic Star, il a des problèmes de propulsion. Et plutôt que d'investir dans une réparation, on met le navire en vente en l'état, bien sûr sans succès. En 2011, finalement revendu, il prend le nom de Mona Lisa 2. Fin 2012, il est repris par STX France, sous-filiale d'un groupe sud-coréen. Le 13 janvier 2013, il est vendu à une obscure société Belinda Shipbuilding qui le nomme Antique, afin de le faire détruire à Alanya, en Turquie, où il arrive en avril 2013. Ces navires, quand on les détruit, on les met dans des pays où c'est que les conditions de travail ne sont pas celles qu'il y a en France, voilà. Notamment. C'est qu'il y a des enfants même qui y travaillent dans des conditions épouvantables, dans aucun respect des règles de sécurité. Notamment au Bangladesh, en Turquie, ce sont des endroits vraiment où les bateaux ils meurent lamentablement. Ainsi prend fin l'histoire tumultueuse du Ferskay, matricule 1436 des chantiers de la Seine, livré en 1984 à la compagnie italienne Sitmar Cruise. Mais revenons en arrière. L'odyssée de ce navire a réellement commencé au chantier naval de la Seine-sur-Mer. Ce chantier construit des navires de qualité depuis 1856, selon une tradition vieille de plus de 125 ans. Ferskay était un bateau très très compliqué, déjà un paquebot à vapeur. C'était d'ailleurs notre premier bateau à vapeur en tant que transport de passagers, et ce bateau a eu un armement très très difficile. J'ai connu, puisque nous avons fait plusieurs réunions, le patron de cet armement était M. Vlasov, mais c'était quelqu'un de terrible, c'était quelqu'un, il avait toutes les solutions, c'était quelqu'un qui faisait marcher ses équipes à la baguette, et d'ailleurs qui nous a imposé un bateau qui marchait avec n'importe quoi. Déjà, il a imposé, la première des choses, un nombre de cabines, qui ce nombre de cabines, petit à petit, qui pouvait gagner 3 cabines, il nous levait une partie de la machine, et il a voulu d'entrée que ce bateau puisse consommer, parce qu'il sentait un gros problème avec les différents combustibles de l'époque, il voulait faire marcher le bateau presque avec le goudron dont on faisait les routes. Vous me proposez 2 chaudières pour marcher le combustible, moi j'en veux une 3e parce que mon bateau n'aura pas le droit de tomber en panne. Et effectivement, alors, le bateau, surtout c'était une époque où on était quand même limité en longueur et largeur des navires, parce que il fallait passer le canal de Panama. L'équipe et M. Vlasov presque tous les 15 jours pour voir l'avancement et pour voir les modifications qu'il apportait. Et Dieu sait s'il nous a fait modifier des choses, mais on a réussi à toujours réussir à lui faire sa demande, et ça s'est très bien passé. Durement, peut-être financièrement, peut-être ça nous a coûté un peu d'argent. Le projet a nécessité plus de 4000 ouvriers. Soudeurs, charpentiers navals, électriciens, plombiers et machinistes. Des centaines de spécialistes. Les premières sections du navire ont été posées sur le quai de construction le 15 juillet 1981.
La fabrication commence dans les ateliers, puis les différentes pièces sont déplacées vers le quai et y sont assemblées les unes aux autres. Le jour du lancement, un certain 6 novembre 1982. Alors, d'abord, je vais vous dire, les lancements, ça a toujours été une grande fête au chantier, parce que ça se passait le samedi matin, et c'était porte ouverte, donc même la population, les vacanciers, tout ça, les scolaires venaient assister. C'était vraiment un grand événement. Durant 3 quarts d'heure, les différentes phases de préparation se succèdent. Puis arrive le moment le plus émouvant, donc le lancement. Qui peut rester insensible à cette masse qui glisse lentement sur la cale et pénètre dans la mer, le tout au son de la Marseillaise et du fracas de 400 tonnes de chaînes, voilà, raquant au sol pour ralentir la descente du navire. Ce moment de mise à l'eau sera vécu avec une intense émotion par les salariés, un peu comme s'ils pressentaient que c'était le dernier paquebot qui sortait des chantiers de la Seine. Pourtant, peu d'entre nous pouvaient à ce moment-là imaginer qu'il fermerait 6 ans plus tard et que le Fersky deviendrait le symbole de nos luttes acharnées, mais aussi des divisions, des colères, des drames humains qui ont laissé des traces profondes dans la mémoire de tous les travailleurs des chantiers. Il faut le savoir, le Fersky est le dernier paquebot équipé de chaudières à vapeur. Le chantier de la Seine, comme pour le Sagafjord et l'ensemble de ses réalisations, devra déployer tout son savoir-faire pour répondre aux exigences du client armateur. En particulier, dans ce cas, pour régler d'importants problèmes de stabilité que poseront les lourds aménagements de superstructures. Voilà. Après, quand tout a été mis en ordre, les turbines marchaient aux essais, voilà, on est parti aux essais à la mer. Et grande surprise aux essais à la mer, c'est que le bateau, il avait du gîte, alors je ne sais plus si c'est bâbord ou tribord, enfin je ne sais plus, il avait du gîte, le bateau naviguait de travers. On a fait les essais, et puis bon, on est rentré, les essais ont duré 2 jours ou 3 jours, je ne me souviens plus exactement, et on est rentré à la Seine. Et donc il a fallu rééquilibrer le bateau, transport de gaz, et lors des 2e essais à la mer, le bateau naviguait droit. On marchait dans les coursives, en exagérant, la coursive, on marchait en bas à droite et on avait la tête qui touchait en haut à gauche. J'exagère un peu en disant ça, mais c'était de ce style-là. Donc, à l'intérieur de la rade, le Fersky se comporte parfaitement. Mais passé la grande digue, la mer devient mauvaise et au changement de direction, un roulis important se fait sentir. Ce roulis peut être causé par une mer agitée, mais dans le cas du Fersky, il était vraiment hors norme. Le bureau d'études du chantier se penche sur le problème et constate que les superstructures sont trop lourdes par rapport au fond du navire. Un poids supplémentaire dû aux modifications demandées par l'amateur en cours de construction. Une seule solution, lester le fond du navire. Alors là, pas si simple. Que faisons-nous? Eh bien, on va installer 2500 gueuses de blocs de métal de 25 kg chacune. C'est un sacré boulot. Imaginez, au début, les gueuses sont passées de main en main, une à travers ce qu'on appelle les trous d'homme, les ouvertures prévues à cet effet. Mais comme le temps presse, pour faciliter le travail, parce que le navire doit être livré, voilà, cette opération, on va installer des chemins de roulement pour faciliter le transport des gueuses. Cette opération demandera 2 semaines de travail en équipe de 2. Quoi qu'il en soit, c'est à nouveau un prince des mers qui inscrit ce jour-là son nom au palmarès du chantier de la Seine. Alors le Fersky sera bien le dernier paquebot construit ici. Il est aménagé en palace avec un cinéma de 170 places et 2 salles à manger,
de 800 places assises au total. Voilà. En plus, il a des aménagements des équipements de croisière, roulettes, casino, boîte de nuit, véranda, salle de jeu, une salle avec un piano, un salon avec un piano et de nombreux bars, pizzeria et des espaces de jeu pour les enfants. Le Fair Sky nous laisse déjà l'image d'un superbe paquebot, d'une parfaite création navale bien sûr. Mais il restera en plus le symbole de la lutte des salariés du chantier pour la survie du site, un chantier hélas condamné quelques années plus tard, en 1989. Des milliers d'ouvriers des chantiers navals de la Seine-sur-Mer ont bloqué le quai où est amarré le Fair Sky, ce paquebot commandé par un armateur américain livrable demain. À l'appel de l'intersyndicale, les manifestants ont également placé des chalands pour boucher le chenal que doit emprunter le navire pour prendre le large. Exact, c'est le 9 avril 1984 que nous avons décidé de retenir le paquebot. Et ça a été jusqu'au 12 avril avec l'Assemblée générale de tout le personnel sur le quai d'armement. L'Assemblée générale houleuse, parce que pas mal d'entre nous voulions continuer l'occupation du Fair Sky, compte tenu qu'on savait très bien que le plan de restructuration de la construction navale n'était pas remis en question. Je sais que l'occupation, on avait soudé des barres sur les bites d'amarrage et à la coque du bateau. D'accord. Pour retenir le bateau, justement. Le Fair Sky, on avait décidé de le retenir pour essayer d'avoir des commandes qui étaient possibles. Et c'est venu d'un moment où le PDG de 3 chantiers était descendu dans la Seine, Jacques Delois, je crois qu'il s'appelait Jacques. C'est ça. Et on avait bloqué le PDG à bord du Fair Sky. Il y avait une monde de fous en bas sur le quai d'armement. Et finalement, comme la lutte, on sentait que les gars, ils en avaient gros sur la patate et qu'on avait envie de faire quelque chose d'extraordinaire, le comité exécutif des 2 syndicats, TDA et Manuel, on a décidé donc de bloquer le Fair Sky à son poste d'amarrage. Et la lutte sur la retenue du Fair Sky est partie de là. Et ça a duré quelques jours, notamment. Au début, on était très nombreux à le retenir, le jour comme la nuit. Après, évidemment, ça s'est tourné un peu. Il y avait un peu moins de monde. Mais bon. Naturelle, elle est légitime. Tout le problème est de savoir comment il faut qu'elle s'exprime. À mon avis, il faut qu'elle s'exprime dans la dignité, il faut qu'elle s'exprime dans la légalité. Et il faut aussi que le personnel prenne conscience des conséquences des actes auxquels il pourrait être conduit. Et en fait, dans ces luttes, il y avait une pression énorme sur les gars. D'une part, par la direction qui faisait des pressions sur les délégués syndicaux, qui menaçaient de fermer l'entreprise si on ne lâchait pas le Fair Sky. La presse du coin, évidemment, elle prenait le relais de la préfecture, qui menaçait de nous faire virer par les forces de l'ordre. Et puis, cerise sur le gâteau, la CGC qui quittait l'unité syndicale. Les cadres nous renvoyant à nos luttes. Les tournants de la lutte, effectivement, parce qu'elle commençait à s'éroder, c'est le vote qui a été organisé. Parce qu'il y avait une volonté du syndicat de pouvoir avancer par une reprise du travail. Et un vote a été organisé sur le quai d'armement et il en est sorti la continuité de l'occupation du Fair Sky, particulièrement par rapport aux ateliers engagés sur les bords, tuyauterie, PTS, montage machine, auxiliaire, et ainsi de suite. Donc ça a créé effectivement des tensions entre nous et une lutte qui a été très dure parce que cet hiver-là il a fait très froid. Hein, on était obligé dehors d'allumer des braseros pour essayer de se chauffer. On était aussi on était hébergés dans les vestiaires du quai d'armement où on essayait d'organiser des soirées
avec les projections de films, des trucs comme ça. Selon la direction, si une partie du personnel des chantiers s'oppose au départ du bateau, la situation deviendra véritablement dramatique et on pourrait aller dans ce cas. L'armateur a la possibilité de rebuter le bateau et de nous le laisser sur les bras. Donc le moindre retard peut conduire le chantier à une catastrophe. Ce que je me souviens, c'est pas le début ni la fin, mais c'était surtout le pendant. Comme on avait disons, un vestiaire qui était juste en face de le Fersky, la PTS était en première ligne. PTS PTS, Petite tôlerie, serrurerie. Petite tôlerie, serrurerie. Et donc, ce dont je me souviens aussi, c'est aussi des interventions des camarades tuyauteurs, particulièrement celle de René Giovanangeli, qui en bas de la coupée haranguait les tuyauteurs. Moi, ça m'a toujours frappé, c'est la façon dont il s'exprimait avec les travailleurs et surtout le haut niveau de conscience des luttes de ces travailleurs de la tuyauterie. J'étais, pendant ce truc-là, harassé de fatigue, parce que la PTS étant les premières concernées, c'est nous qu'on avait commencé les occupations de nuit. Et on s'était réparti le boulot, et on dormait, on faisait des quarts, en fait. Et à la PTS, on s'était même installé une télé à l'intérieur du vestiaire pour pouvoir supporter les moments de fatigue. Voilà, c'est ce moment-là, à la fois qui était harassant, dur à supporter parce qu'on était fatigué, et en même temps l'enthousiasme que portaient justement les travailleurs de tuyauteurs, puis ensuite bien sûr l'ensemble des copains du chantier, la mécanique qui n'était pas trop loin, les tuyauteurs, la lourde, enfin tous les travailleurs du chantier étaient là. Le paquebot Fersky, construit précisément par les chantiers de la Seine pour le compte d'un armateur américain et qui était bloqué depuis 8 jours à quai par les ouvriers des chantiers, prenait enfin la mer, un départ qui décrispait une situation déjà tendue depuis quelques jours là-bas. Le Fersky a donc fini par prendre la mer. René Gramondi, un ancien du chantier de la Seine, qui nous a malheureusement quittés en avril 2021, évoque un épisode pour lui inoubliable lorsqu'il embarque pour le premier grand périple du navire vers la côte ouest de l'Amérique. Et pourquoi nous sommes partis sur ce navire ? Premièrement parce qu'il y avait des essais qui n'étaient pas terminés. Donc quand nous sommes partis de la Seine, nous sommes partis avec un certificat de navigation de cargo. Donc on n'avait pas encore les certificats de navigation de paquebot, donc on est parti avec un certificat de cargo. Et durant la traversée, notre tâche était d'arriver à Los Angeles avec un certificat de navigation de paquebot. Alors nous sommes partis un matin de la Seine. C'était assez émouvant parce qu'il y avait tous nos collègues qui nous regardaient partir. Et on a fait tout de suite, dans les 24 heures, une escale à Gibraltar, parce qu'il nous manquait du matériel et on avait prévu de faire embarquer le matériel à Gibraltar. On a fait une escale technique à Gibraltar pour embarquer ce matériel. Et nous sommes partis directement pour traverser l'Atlantique. Et la première escale que nous avons faite, c'était à Curaçao, c'est une île du Venezuela. Pourquoi Curaçao? Parce que c'est une île où tous les bateaux de plaisance des États-Unis s'arrêtent pour faire le plein de pétrole, parce que le pétrole est free tax. Il faut conclure, provisoirement, cette évocation de la véritable odyssée du Sagafjord et du Fersky. Nous espérons avoir atteint notre but, que l'oubli n'efface jamais leur sillage, que cette aventure non seulement industrielle et technologique, mais aussi humaine et sociale, emblématique de la construction navale à la Seine, donne tout son sens à l'avenir de notre ville.